Imaginez une nuit étouffante à Saint-Domingue, en 1789, où l'air embaume la canne à sucre brûlée et le sel des larmes retenues. Un maître blanc, propriétaire de terres aussi vastes que le péché, regarde sa femme, pâle comme la pleine lune, mais dont les yeux recèlent des secrets plus sombres que l'océan Atlantique, et décide, elle sera le cadeau des nouveaux esclaves qui arrivent enchaînés sur un navire négrier. Non pas par folie passagère, mais par un rituel sadique qu'il appelle initiation. Que se passe-t-il lorsque l'amour se transforme en arme et que la liberté d'un homme résonne dans le cri d'un autre? Restez avec moi, car cette histoire ne se résume pas aux horreurs du passé. C'est un miroir reflétant les chaînes qui nous lient encore. Plongeons au cœur de l'habitation Bellevue, où le colonialisme a dévoré non pas les corps, mais les âmes. Bienvenue à Saint-Domingue, 1789. Pas n'importe quelle île des Caraïbes, non, ce serait la sous-estimer. Saint-Domingue est une bête vivante, une entité qui respire par les veines de la canne à sucre qui fendent la terre telles des cicatrices ouvertes. Imaginez, 27 000 km² de paradis empoisonné, où le soleil tropical caresse la peau avec une tendresse mensongère pour la brûler jusqu'à l'os. Ici l'air n'est pas un simple souffle, c'est un souffle collectif, lourd du parfum suave et suffocant de la canne à sucre mûr, un parfum qui colle à la gorge comme du miel avarié, mêlé à l'odeur métallique des chênes rouillés et à la sueur salée d'un demi-million d'âmes africaines traînées à travers l'Atlantique, dans des cales semblables à des tombeaux flottants. Cette île n'est pas un décor, elle est le cœur battant de notre histoire, un personnage aux griffes et aux murmures qui dévore ceux qui osent l'ignorer. Le jour, les champs de l'habitation Bellevue s'étendent tel un tapis vert infini, plantations sucrières qui nourrissent la gourmandise de la lointaine France. La métropole qui suce chaque goutte de sang sucré pour remplir les coupes de cristal de Versailles. Mais la nuit, lorsque la lune se lève telle une pâle lampe sur les montagnes du Morne-à-Cabri, Saint-Domingue montre les crocs. Les grands blancs, ces seigneurs à la peau pâle et aux fortunes sordides, construisent leurs demeures de pierre blanche au sommet des collines, telles des forteresses contre l'inévitable. Philippe de Beaumont, notre sombre hôte, règne sur Bellevue tel un dieu mineur, sa maison au balcon de fer forgé qui grince comme de vieux os au vent. De là, il contemple les vallées où 500 esclaves travaillent jusqu'à l'aube, leurs faucilles coupant la canne à sucre avec un son rythmé qui résonne comme des tambours de guerre étouffés. Mais écoutez le pouls de cette bête. Sous le sol fertile, palpitant comme des veines gonflées, gisent 500 000 Africains, hommes, femmes, enfants, dont le dos porte non seulement le poids des récoltes, mais aussi le fardeau d'une diaspora forcée. Ils viennent du Dahomey, d'Oyo, de la Côte d'Or, amenés sur des navires comme l'Étoile Noire, qui vomit sa cargaison humaine dans le port du Cap Français à chaque pleine lune. Ces nouveaux venus, les yeux encore embrasés par le souvenir des savanes libres, foulent une terre qui les engloutit vivants. Les petits blancs, les pauvres blancs qui peinent sur les rives, envient les grands comme Philippe, tandis que les gens de couleur, libres mais maudits par la couleur, complotent dans l'ombre des tavernes, leurs zibelines acérées attendant leur heure. Et puis, les marrons. Ah, les marrons, ces fantômes des forêts. Des esclaves en fuite qui se fondent dans les forêts comme de la fumée, menés par des personnages comme le légendaire Macandal, qui empoisonnait les puits et murmurait des prophéties de feu. Ils ne fuient pas. Ils attendent, tels des serpents enroulés autour des racines des bananiers. Saint-Domingue sent la canne à sucre et les chênes, car c'est bien ce qu'elle est. Un chaudron bouillonnant où le sucre blanc cache un sang noir. Les moulins grincent jour et nuit, écrasant non seulement les tiges, mais aussi l'alcool, le bruit mécanique rappelant constamment que la liberté est un luxe pour les maîtres. Philippe, dans sa bibliothèque tapissée de cuir humain déguisé en parchemin, lit des traités sur l'ordre naturel, tandis que le vent porte des échos vaudous venus des quartiers d'esclaves, tambours battant des rythmes interdits, invocations à l'Egba pour ouvrir des voies d'évasion. L'île, c'est tout cela. Elle en ressent les fissures. En 1789, l'air est chargé d'une électricité palpable. La France bouillonne de sa révolution. Les nouvelles arrivant par galions ancrés à l'horizon tels des messagers du chaos. Ici, à Bellevue, chaque feuille de canne semble murmurer. La poudre sèche. La mèche est allumée. Les nouveaux esclaves, enchaînés en rang dans le hangar en fer,
le ressentent profondément. La mer qui les a amenés n'est pas une prison, mais un pont vers leurs ancêtres. Et Philippe, il construit son rituel sadique sur cette tension, inconscient que le paysage qu'il domine l'a déjà trahi, les montagnes qui cachent les marrons, les rivières qui véhiculent des messages codés dans des bouteilles de rhum vides. Si le parfum de cette île vous enveloppe déjà comme des vignes humides, imaginez les secrets qu'elle recèle. Abonnez-vous à la chaîne pour approfondir le sujet ensemble, murmure après murmure. Maintenant, approfondissez avec moi. Imaginez le lever du soleil sur Bellevue. Le ciel se pare d'un rose sanglant, illuminant les cheminées des moulins, qui expulsent de la fumée comme les soupirs des mourants. Les contremaîtres, des mulâtres à la peau brûlée par le soleil et au cœur endurci par la peur, réveillent les ouvriers avec des cloches de bronze qui résonnent comme des cloches funéraires. « Debout, bêtes !» crient-ils, mais dans les yeux des esclaves, il y a quelque chose de plus, une étincelle, un calcul silencieux. Kofi, notre griot exilé, l'ignore encore, mais en posant le pied sur cette terre pour la première fois, il respire non seulement l'air, mais aussi le destin de l'île. Une révolution bouillonnant comme de la mélasse dans un chaudron, prête à déborder. Les plantations ne sont pas statiques. Elles bougent au gré du vent, leurs feuilles murmurant des conspirations dans des langues africaines que les Blancs n'apprendront jamais. Les oiseaux, des perroquets aux couleurs vives, volent bas au-dessus des quartiers des esclaves, portant sur leurs ailes des graines de rébellion, des graines que la pâle épouse de Philippe, Élise, cueille secrètement alors qu'elle se promène dans les jardins, faisant semblant de cueillir des fleurs tout en écoutant les vents porter des fragments de chansons interdites. Et la mer ? Ah, la mer est le poumon de Saint-Domingue, un océan qui lèche les rivages tel un amant possessif, déposant non seulement des coquillages, mais aussi des corps. Du Cap à la Gonâve, les ports empestent le poisson pourri et le désespoir, où les marchands dans les âmes comme des ballots de tabac. Les navires négriers mouillent, voiles déchirés, leurs cales résonnant de tout et de prières en langues oubliées. C'est de là que les nouveaux arrivants arrivent, tels les 200 de l'Étoile Noire, les yeux grands ouverts sur un horizon qui promet l'or mais livre le fer. L'île les accueille d'une étreinte humide, pluie tropicale qui transforme les sentiers en boue, facilitant les évasions nocturnes. Forêt dense où les marrons bâtissent des villages invisibles, forgeant des machettes à partir de cannes durcies. Philippe érige de hauts murs autour de Bellevue, mais le paysage se moque de lui. Les racines des manguiers percent les fondations. Les vents charrient un pollen de fleurs toxiques qui écœurent les chevaux des contremaîtres. Ici, tout conspire. La terre riche qui nourrit la canne à sucre empoisonne aussi les puits, préparant le terrain au soulèvement que mènera bientôt Toussaint Louverture, transformant les plantations en champs de bataille. Ressentez le poids de cette réalité. Saint-Domingue ne tolère pas la passivité. Elle impose des choix, rester et pourrir comme la canne coupée, ou s'élever comme les montagnes qui défiquent le ciel. À Bellevue, l'odeur de la canne et des chênes n'est pas fortuite. C'est l'arôme de l'histoire qui se tisse, fil par fil, en une tapisserie de sang et de miel. Chaque inspiration que vous prenez maintenant, en imaginant cela, est un écho de cette île. Douce au début, amère à la fin, mais toujours addictive. Elle nous captive, nous pousse à nous interroger. Et si le décor de nos propres vies était ainsi, un personnage qui nous dévore pour nous libérer, cette bête insulaire vous a-t-elle déjà mordu le cœur? Si oui, rejoignez-nous. Inscrivez-vous pour que nous puissions naviguer ensemble sur ces mers, vague après vague, vers la révélation. Philippe de Beaumont n'émerge pas des brumes du mal tel un démon armé de cornes et de fourches. Non, il est pire, un érudit de la cruauté, un philosophe de salon qui transforme la douleur en doctrine. À 42 ans, en 1789, il est l'incarnation même des grands blancs. Grand et élancé comme une tige de canne avant la récolte, la peau pâle que le soleil de Saint-Domingue n'effleurait jamais, grâce aux ombrelles de soie et aux chapeaux de paille de ses serviteurs. Ses yeux, gris comme l'acier d'un fouet, brillent d'une intelligence glaciale, forgée dans les salles de classe parisiennes et aguerrie dans les plantations sucrières qui l'ont enrichi. Philippe n'hérite pas seulement de terre, il hérite d'une vision du monde, un tissu d'idées tissé par Rousseau et Voltaire, déformé par le filtre de la suprématie blanche. La société est une hiérarchie naturelle, proclame-t-il dans ses monologues nocturnes.
tandis que le vent extérieur porte les gémissements des quartiers d'esclaves. Pour lui, les esclaves ne sont pas des âmes. Ils sont une matière première, une argile informe que lui, le divin potier, façonne avec le fer et le feu. Mais ce qui le rend terrifiant, ce n'est pas l'acte, le fouet qu'il manie avec une précision chirurgicale dans les champs de Bellevue, mais sa justification. Chaque coup, chaque humiliation est un chapitre de sa thèse particulière. La domination comme art, la souffrance comme leçon pédagogique pour un ordre cosmique où l'inférieur connaît sa place. Né dans une famille de négociants bordelais, Philippe arrive à Saint-Domingue à 20 ans, doté d'un modeste héritage et d'un appétit insatiable pour le pouvoir. Il épouse Élise non par passion, mais par calcul. Elle, issue de petits blancs en ruine, apporte des dots sur des terres marginales qu'il transforme en or liquide. 5 années d'union le façonnent autant qu'il la façonne. Le soir, il l'éduque par des sermons sur la soumission féminine, faisant écho à sa philosophie. « Le faible existe pour que le fort le perfectionne », dit-il, citant une tournure de Nietzsche avant la lettre, tandis que ses doigts tracent des lignes de possession sur sa peau. Dans l'habitation Bellevue, sa demeure de 3 étages aux colonnes doriques importées de France, Philippe règne tel un despote éclairé. Le jour, il supervise les moulins, chronométrant la sueur des esclaves avec une montre de poche qui bat comme un cœur mécanique. L'efficacité, c'est la miséricorde, justifie-t-il au contremaître, tandis que les moulins grincent, écrasant cannes et os avec la même indifférence. Mais c'est la nuit que sa philosophie se dévoile, des dîners avec d'autres grands blancs, où le vin coule à flot et où les histoires de rébellion des marrons sont décortiquées comme des insectes à la loupe. Ils se soulèvent parce qu'ils ne comprennent pas leur infériorité, dit-il en riant, levant son verre, ignorant que le serviteur derrière lui, un métis aux yeux baissés, mémorise chaque mot pour les murmures des bois. Le suspense psychologique est ici une fine toile, tissée par Hitchcock dans l'esprit. Le public sait ce que Philippe réserve aux nouveaux esclaves de l'Étoile Noire, le cadeau d'Élise comme appât pour les briser, mais il l'ennoblit. Dans son journal, aux pages jaunies empestant l'encre et les illusions, il écrit « L'initiation n'est pas violence, c'est révélation. En offrant ce que je chéris le plus, je leur montre la fragilité de la chair blanche, les forçant à intérioriser la chaîne invisible. C'est cette rationalité qui glace le sang, non pas le monstre irrationnel, mais ce qui se justifie aux lumières de la raison. » Philippe perçoit les vents de la Révolution française arrivant par bateau, avec des échos de liberté, égalité, qu'il transforme en sermons. Égalité pour les éclairés, hiérarchie pour les brutes. Il ignore les signes, les regards échangés entre esclaves dans les quartiers, le poison subtil répandu dans les puits par les marrons, car sa philosophie l'aveugle. Pour lui, Saint-Domingue est un laboratoire. Bellevue l'épicentre de son expérience. Transformer des sauvages en machines dociles, avec Élise comme instrument le plus délicat. Mais la bombe fait tic-tac, et si son art était la mèche qui mettait tout à feu, si l'esprit vif de Philippe vous a déjà tranché comme une page qui se tourne lentement, imaginez les lames qu'il cache. Abonnez-vous à la chaîne pour aiguiser ensemble notre lame, phrase après phrase, de sombres révélations. Plongeons-nous dans sa psyché couche par couche, comme on épluche un oignon empoisonné. À 15 ans, dans un pensionnat parisien, Philippe assiste à la révolte des esclaves de Saint-Domingue de 1770 à travers des journaux jaunis, non pas comme une tragédie, mais comme une équation erronée. Qu'est-ce qui pousse l'animal à mordre la main qui le nourrit? Cela le captive. Il dévore des traités de physiocratie, les adaptant à son credo. Le sucre n'est pas un commerce, c'est une évolution darwinienne avant la lettre, où les faibles sont taillés pour le bien du jardin. À Bellevue, cela se manifeste dans des rituels quotidiens. Il sélectionne des esclaves prometteurs pour leur élévation. Kofi, par exemple, était destiné à des cours particuliers de griot, contraint de raconter des fables africaines transformées en leçons d'obéissance. Avec Élise, c'est plus intime, plus cruel. Il l'isole, alimentant sa dépendance par des cadeaux de bijoux pesants comme des chaînes, murmurant que sa beauté est un don à la cause. En guise de représailles discrètes, elle coud des messages dans les ourlets des robes. Mais Philippe n'y voit que de la loyauté. Son point faible, l'orgueil intellectuel. Il débat avec ses invités de la décadence africaine.
citant Buffon, tandis que le vaudou palpite dans l'ombre, appelant les Loas qui se moquent de sa présomption. Imaginez-le maintenant, debout sur le balcon de Bellevue au crépuscule. Le soleil couchant teinte le ciel de rouge comme une blessure fraîche, et il sirote du rhum, contemplant les champs où des silhouettes voûtées s'agitent, telles des fourmis en colonie. « Je les civilise », murmure-t-il au vide, mais le vent répond par un tambour lointain, le cœur de l'île battant à contretemps. Philippe planifie le banquet de bienvenue avec une précision chirurgicale. Élise au centre, exposée telle une relique profanée, les esclaves contraints de jurer leur gratitude. Il voit cela comme une catharsis, briser l'esprit nouveau avant qu'il ne prenne racine. Mais le public pressent l'abîme. Sa justification est le mince voile qui recouvre le vide. Un homme qui, au fond, craint le miroir que lui renvoient les esclaves, la fragilité d'un dieu de papier. En 1789, alors que les nouvelles de la Bastille s'abattent comme un tonnerre, Philippe renforce les remparts, mais ignore que la véritable érosion vient de l'intérieur, des doutes semés par Élise dans des conversations chuchotées, des graines de doute qu'il enfouit sous des couches de doctrine. Il est l'antagoniste qui terrifie parce qu'il est réel, un écho aux seigneurs historiques tels que ceux qui inspirèrent Celler, James dans Les Jacobins noirs, des hommes qui revêtirent la tyrannie du manteau de la raison. Et si cette philosophie était la vôtre, Philippe nous y force, remettre en question les chaînes que nous justifions, les hiérarchies que nous avalons comme des médicaments. Il n'est pas un méchant en cape, c'est le voisin cultivé qui explique la raison de l'enfer avec le sourire. À Bellevue, sa doctrine culmine dans le rituel. Le présent vous unira à moi dans une peur éternelle. Mais la peur, oh la peur se retourne contre lui lorsque le feu commence à lécher les confins de son monde parfait. Le réseau de raisons cruelles de Philippe vous a-t-il empêtré? Si l'abîme vous appelle, plongez plus profondément. Inscrivez-vous pour que nous puissions démêler ensemble ces toiles, nœud par nœud de vérité nue. Alors, cette immersion dans les abysses de Philippe vous a-t-elle glacé comme un vent de plantation? Dites-moi si c'est assez tranchant. Si c'est OK, nous plongerons dans le prochain, Élise, la fleur empoisonnée, et explorerons la dualité qui tranche comme des pétales acérés. Qu'avez-vous pensé de ce niveau? Élise Laurent de Beaumont, ou simplement Élise, comme l'appelle le vent lorsqu'elle s'enfuit dans les jardins à l'aube, n'est pas l'héroïne de porcelaine des contes coloniaux, ni la méchante aux griffes acérées redoutée par les seigneurs. À 28 ans, en 1789, elle est l'ambiguïté incarnée, une fleur empoisonnée exhalant le parfum de l'innocence pour attirer les abeilles vers son nectar mortel. Née dans une famille de petits blancs, ces pauvres blancs qui rampent aux abords de la colonie comme des crabes sur le sable, Élise arrive à Saint-Domingue à 18 ans, les yeux bleus comme la mer qui a englouti son enfance en Martinique, emplie de rêves de salons parisiens qu'elle ne fréquentera jamais. Son mariage avec Philippe n'est pas un conte de fées, c'est un contrat froid, scellé chez un notaire du Cap français, où l'odeur de la peinture fraîche masque la puanteur des dettes familiales. Elle apporte une terre aride en dot, et il apporte la promesse de sécurité. Mais ce qu'elle reçoit, c'est une cage dorée à Bellevue, des balcons en fer qui grincent de rires moqueurs, et un mari qui la traite comme une toile vierge pour sa philosophie de la domination. L'empathie pour Élise n'est pas un don facile. Elle se mérite comme une blessure qui cicatrise maladroitement, laissant une cicatrice qui démange dans le souvenir. Le jour, elle est la dame parfaite. Elle brode des draps de lin dans les salons, sert du thé au jasmin aux invités des Grands Blancs, qui la considèrent comme une relique exotique, murmurant sa fragilité enchanteresse. Mais sous la mousseline blanche qu'elle porte comme un linceul, son corps porte des marques, des bleus en forme de doigts, que Philippe appelle des rappels affectueux, des morsures sur ses épaules qu'elle cache sous des foulards de soie. « Tu es mon chef-d'œuvre », murmure-t-il les soirs où il l'éduque, la forçant à répéter des mantras de soumission tandis que le lustre scintille. Élise apprend vite. L'île ne pardonne pas la faiblesse, et une épouse blanche isolée est à la fois un trophée et une cible. Elle devient un instrument. Elle trahit les murmures des domestiques dans le quartier des esclaves pour gagner des nuits sans visite dans la chambre de Philippe, trahit les confidences des esclaves en fuite pour un flacon de parfum importé. C'est la survie, se dit-elle dans le miroir, mais son reflet renvoie des yeux qui clignent d'un air coupable,
comme si ses ancêtres africains l'observaient à l'ombre des palmiers. Le suspense est ici intime, une bombe hitchcockienne palpitant dans sa poitrine. Le public connaît le rituel que Philippe prépare, l'offrir en cadeau aux nouveaux esclaves de l'Étoile Noire, une humiliation calculée pour leur briser le moral. Mais Élise porte le plus grand secret. Des années de journaux intimes cachés sous des planches mal fixées, des pages déchirées où elle griffonne des poèmes en français mêlés de créole haïtien, appris auprès des blanchisseuses. « Je suis le poison qu'il m'a donné », écrit-elle, décrivant des visions d'évasion, un bateau au clair de lune, des mains brunes l'attirant vers les bois où les browns dansent, le vaudou s'enchaîne. Sa dualité est tranchante comme un pétale acéré, victime d'un système qui l'écrase comme un roseau dans un moulin, mais complice qui riposte, empoisonnant le thé d'un contremaître qui la harcelait, regardant son corps se convulser dans l'écurie, avec un mélange de terreur et de triomphe. Une empathie complexe s'y épanouit. Nous détestons leur trahison envers les opprimés, mais nous pleurons leur solitude, faisant écho à de vraies femmes comme celles des lettres coloniales découvertes dans les archives de Port-au-Prince. Des épouses qui rêvaient de l'abîme de la mer comme d'un baume pour les âmes étouffantes. Si les pétales empoisonnés d'Élise vous ont déjà piqué le cœur, imaginez le nectar qu'elle cache. Abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions récolter ensemble ces poisons, goutte à goutte de vérité ambiguë. Plongeons dans ses racines, comme si l'on creusait un sol humide à la recherche de racines tortueuses. À 20 ans, fraîchement mariée, Élise est témoin de son premier exemple. Philippe fouettant une esclave enceinte pour avoir renversé une cruche, le sang tachant sa robe comme du vin renversé. Au lieu d'une pure horreur, elle ressent une étincelle, non pas de rébellion immédiate mais de calcul. Si je crie, qui me protégera? Elle commence à tisser sa toile. Elle apprend le créole auprès des cuisiniers, feint la surdité aux gémissements nocturnes des quartiers des esclaves, mais entend tout, stockant tout comme des munitions. Avec Kofi, toujours invisible à l'horizon de l'Étoile Noire, son ambiguïté va s'aiguiser. Un regard échangé dans le jardin, où elle laisse tomber une fleur avec un message enroulé autour de sa tige. Le rituel est la clé. Brisez-le, plantant la graine d'une alliance dont Philippe n'aurait jamais rêvé. Sa complexité est au cœur de cette histoire, non pas rachetée par un acte héroïque facile, mais rongée de l'intérieur. Elle se demande si sa résistance est synonyme de liberté ou d'une simple prison. Ses journaux intimes révèlent des nuits blanches où elle invoque les saints catholiques mêlés de louanges vaudou, priant « Dieu ou Erzuli, sortez-moi d'ici sans vous salir les mains à nouveau. » Mais ses mains sont sales, de sang indirect, de silence complice, et c'est ce qui la rend inoubliable. Une figure qui nous pousse à l'encourager tout en hésitant, reflétant les ambiguïtés de l'oppression coloniale dont personne ne sort indemne. Imaginez-vous maintenant, dans le crépuscule de Bellevue, le soleil plonge dans la mer tel un suicide doré, teignant le jardin d'ambre et de sang. Élise marche pieds nus sur le gravier, ses pieds meurtris résonnant des âmes piétinées des champs, cueillant des herbes qu'elle feint de préparer pour des tisanes médicinales, mais qu'elle garde pour des potions murmurées aux lavandières marron. Sa robe de mousseline ondule comme un fantôme, et en gros plan on voit le tremblement dans sa main. Une bague en or lui brûle la peau, un collier de perles suffoque comme une vigne. Elle s'arrête, contemple les montagnes où la fumée des feux de joie marron s'élève comme des prières, et murmure dans le vide « Je pourrais être libre, mais si la liberté me dévorait ?» Le rituel approche. Parée pour le banquet, elle se poudre de maquillage, masquant ses cernes comme des péchés, sachant qu'elle sera au centre de la scène pour Philippe. Mais la bombe s'abat sur elle. Et si cette fois, le cadeau était à elle de refuser? Leur dualité accentue la terreur, non pas le mal pur, mais le gris où dansent l'empathie et l'horreur, nous forçant à nous demander combien délices fleurissent encore dans des jardins empoisonnés, attendant l'étincelle qui brûlera tout. Cette ambiguïté n'est pas fortuite. C'est une alchimie narrative, inspirée de personnages historiques comme les femmes de l'île aux esclaves de Césaire, qui naviguent entre oppresseurs et opprimés tels des bateaux sur une mer déchaînée. Élise nous captive parce qu'elle est nous, victimes qui mordent, fleurs qui empoisonnent pour survivre. Dans le rituel qui s'annonce, son choix, se retirer ou mettre le feu, réécrit non seulement Bellevue, mais le miroir qui nous renvoie.
La dualité d'Élise vous a-t-elle envoûté comme les vignes d'un jardin? Si le poison vous fascine, approchez-vous. Inscrivez-vous pour que nous puissions distiller ensemble ces élixirs, pétale par pétale, d'une empathie tranchante. Alors, la fleur empoisonnée d'Élise vous a-t-elle laissé perplexe et songeur? Dites-moi si elle fleurit correctement. Si elle dit « OK », nous passons à Kofi, le gardien de l'ombre, et invoquons le protagoniste qui porte le poids de ses ancêtres. Qu'avez-vous pensé de cette couche ambiguë? Kofi Osei, 35 ans, en 1789, n'est pas le héros à la cape flottante qui jaillit des pages, pointe levée. C'est le gardien silencieux des ombres, un homme dont les cicatrices racontent plus de sagas que n'importe quelle épée. Arraché au rivage de Gold, aux savanes d'Oyo où le soleil doré embrassait les guerriers Yoruba, Kofi arrive à Saint-Domingue non pas comme une proie, mais comme une graine de tourment. Grand et large d'épaules, la peau d'ébène polie par le travail de la terre libre, avec des tatouages tribaux sur les bras qui serpentent comme des rivières sacrées, carte vivante de lignées que l'océan n'a pas effacées. Ses yeux d'un brun profond comme des puits d'ancêtres portent l'éclat de quelqu'un qui a vu les dieux danser lors de rituels de pleine lune, mais reflètent maintenant le sous-sol noir de jais, où 200 âmes comme lui sont entassées comme du petit bois pour le feu colonial. Kofi ne pleure pas la mère qui l'a trahi. Il la chante doucement, avec des sons yoruba qui apaisent les enfants terrifiés et transforment le balancement du navire en berceuse de résistance. La mer ne nous emporte pas, elle nous ramène à la maison, murmure-t-il à un garçon de 10 ans à ses côtés, dont la petite main serre la sienne comme une ancre dans la tempête. Son humanité n'est pas un don naturel. C'est un acte de guerre quotidien, forgé dans le feu d'une vie que Saint-Domingue tente d'éteindre. À Oyo, Kofi était griot, un conteur d'oriki, ses louanges épiques qui tissaient rois et esprits en récits unissant des villages entiers. Il dansait au son du tambour parlant, battant des rythmes qui invoquaient Torunmila pour guider les décisions, et enseignait aux jeunes à lire les étoiles comme des oracles du destin. Mais l'étoile noire l'arrache à tout cela à 34 ans, après un raid de marchands dahoméens qui vendent les guerriers capturés comme de mauvaises récoltes. Dans la cale, où l'air empeste le vomi et la fièvre, Kofi devient un phare. Il organise des jeux d'aïo avec des pierres volées, murmure des histoires d'Anansi le filou trompant les lions blancs, et cache des couteaux improvisés dans des fourreaux de tissu, en attendant le port. En posant le pied sur le cap français, enchaîné dans la file d'attente pour la vente aux enchères, il hume l'odeur de la canne à sucre et des chênes de Saint-Domingue, non pas avec des fêtes, mais avec calcul. L'île est une prison, mais les prisons ont des fissures, et les griots savent creuser des tunnels avec les mots. Vendu à l'habitation Bellevue pour 136 kilos de sucre, Kofi est qualifié de fort travailleur des champs. Mais son regard scrute l'horizon, les monts bruns au loin, tels des sentinelles invitantes. Le conflit moral qui le définit est une affaire lente, alimentée par un suspense que Hitchcock envirait. Le public pressant la bombe sous la table, le rituel de Philippe approche, avec Élise comme appât. Mais Kofi porte le poids le plus lourd, le dilemme de préserver son âme dans un système qui la dévore. À Bellevue, il est assigné au quartier des esclaves, une rangée de huttes aux toits de chaume qui grincent comme des os sous la pluie, où 50 âmes partagent l'espace avec les rats et les fièvres. Le jour, il coupe la canne à sucre avec une faucille qui hurle à la mort à chaque coup, le dos cambré mais l'esprit vif, mémorisant les tours de garde des surveillants et les faiblesses des receleurs. La nuit, il devient gardien. Il apprend aux enfants à lire les runes Yoruba sur les coquillages, organise des veillées où les prières à Ogun, dieu du fer, transforment les chaînes en armes symboliques. Son empathie est le fil conducteur qui le unit. Il voit dans les yeux d'Élise, tandis qu'elle traverse les jardins, non seulement l'oppresseur blanc, mais la prisonnière de vignes invisibles, faisant écho à sa propre mère vendue des années auparavant. Nous portons tous des fantômes, pense-t-il, apercevant dans son regard un éclat de solitude. Mais l'épreuve réside dans le rituel. Contraint d'assister au don de Philippe, Kofi doit choisir, baisser la tête et survivre, ou élever la voix et tout incendier. C'est là que son humanité transparaît, complexe. Rage face à l'horreur, mais compassion pour la femme qui en est le centre, forgeant l'alliance improbable qui devient l'acte. Si le poids des ombres de Kofi vous a déjà fait plier les épaules comme un roseau au vent, imaginez les racines qu'il a enfouies.
Abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions porter ce fardeau ensemble, histoire après histoire de résilience. Plongeons au cœur de son être, comme si l'on déterrait des racines de baobab dans un sol aride. Dans Étoile Noire, Kofi perd un frère au sous-sol. La fièvre jaune l'emporte en 3 jours. Et au lieu de s'effondrer, il tatoue le nom de son frère sur son avant-bras avec des cendres et de l'urine. Un rituel de griot qui transforme le deuil en héritage. À Bellevue, cela se multiplie. Il adopte des orphelins des quartiers d'esclaves, leur racontant des épopées de Soundiata Keita pour raviver leur cœur. Avec les marrons, murmure-t-il déjà, un surveillant ivre tombe sous une flèche empoisonnée et Kofi nettoie la piste, sachant que chaque évasion est une brique dans le mur de la révolution. Son combat est de préserver non seulement le corps, mais l'âme collective. Si je plie, qui redressera les autres? Se demande-t-il dans des monologues intérieurs, tandis que le moulin à vent grince en arrière-plan comme le rire des démons. La rencontre avec Élise est une étincelle. Dans le jardin, il répare une clôture au soleil, et elle laisse tomber un mouchoir sur lequel est gravée une carte rudimentaire des patrouilles. « Pourquoi ?» demande-t-il en chuchotant en créole. « Parce que le fer nous brûle tous les deux », répond-elle. Et à cet instant, une empathie complexe naît. Il voit en elle la victime qui pourrait être une alliée, mais hésite, se souvenant des trahisons des Blancs à Oyo. Kofi n'est pas invincible. Il saigne. Un fouet lui lacère le dos pour avoir chanté trop fort. Mais il se relève, chantant plus doucement, plus profondément, tissant une toile de résistance qui inclut même l'ambiguë Élise. Imaginez-vous maintenant, sous la lune de Saint-Domingue qui baigne les champs d'argent liquide. Kofi est accroupi dans le quartier des esclaves, entouré d'un cercle de visages sombres, se passant une pipe remplie de poudre d'herbe vaudou pour clarifier les choses. Sa voix rugit doucement. Nous sommes la rivière qui érode la pierre, pas la pierre qui écrase la rivière. Les enfants dorment à ses pieds, et il dessine des plans dans l'air, des itinéraires vers les bois, des signaux au marron par l'intermédiaire d'oiseaux dressés. Le rituel se profile comme un nuage d'orage. Dans le hangar, enchaîné, il voit Élise exposée, Philippe exprimer sa supériorité, et le conflit éclate. Le refus signifie la mort immédiate, l'acceptation, l'érosion de la dignité. Mais Kofi choisit le griot. Un chant qui commence comme une complainte devient un hymne, résonnant dans la poitrine des nouveaux esclaves tel un appel ancestral. Le public palpite. Son humanité n'est pas une faiblesse. C'est la chaîne qui unit, transformant les victimes passives en un chœur de voix qui secoue Bellevue. Inspiré de vrais griots comme ceux de Bukola Ayodele dans les récits haïtiens, Kofi porte 1000 âmes car il le sait. L'oppression anéantit les corps, mais les histoires libèrent les esprits. Et si Kofi était vous, coincé au fond de la vie, avec des chaînes qui font teinter de vaines promesses, que chanteriez-vous pour ne pas sombrer? Il nous enseigne. Le protagoniste ne gagne pas par la force brute, mais par le poids des ombres qu'il transforme en lumière. Dans le rituel, son choix, le regard sur Élise, le chant qui met le feu, n'est pas un triomphe facile. C'est la première coupure dans la toile, saignant l'espoir pour tous. Le gardien de l'ombre de Kofi vous a-t-il ancré dans les ténèbres? Si son chant résonne en vous, rejoignez le cœur, abonnez-vous pour que nous puissions invoquer plus de cris ensemble, vers après vers, l'âme intacte. Minuit arrive à Saint-Domingue non pas comme une heure ordinaire, mais comme une faille dans le tissu de la réalité, un portail où les voiles de la civilisation se déchirent, révélant l'abîme brut de la domination. Dans l'entrepôt de Bellevue, Philippe de Beaumont orchestre son rituel sadique avec la précision d'un chef d'orchestre fou. 200 nouveaux esclaves de l'Étoile Noire, enchaînés en demi-cercle comme des offrandes à un dieu de fer. Leurs yeux flamboyants fixés au centre de la scène improvisée. Une estrade de bois éclatée, où Élise, vêtue d'une mousseline blanche translucide ondulant comme un fantôme, est positionnée telle une relique profanée. Philippe, dans un manteau de lin impeccable malgré la chaleur étouffante, lève un verre de rhum empoisonné, sa voix résonnant comme un sermon profane. Ce soir, frère d'argile, vous recevez le don suprême, la vision de la blanche fragilité. Rendez grâce et apprenez le lieu éternel de la soumission. Le public, non pas le public de la salle de bal, mais le public de l'ombre, nous qui regardons, sent la bombe d'Hitchcock exploser lentement.
Nous savons pour le poison dans le rhum, pour l'intention de Philippe de purger les indisciplinés après le spectacle, mais les esclaves ne ressentent que le poids des chaînes et l'énigme de la femme pâle en face. Le rituel commence comme un théâtre d'horreur calculé. Élise, tremblante mais le menton haut, récite des vers répétés par Philippe. « Je suis le miroir de ton obéissance. Touche-moi, et tu toucheras l'abîme de la rébellion. » Sa voix fluette fendant l'air comme du verre brisé, tandis que des surveillants l'entourent, leurs fouets enroulés comme des serpents endormis. Les esclaves, contraints d'avancer un par un pour rendre hommage, un contact symbolique au bas d'une robe, un genou à terre, sentent le dégoût monter comme de la bile. Les mains qui autrefois taillaient les savanes effleurent maintenant le tissu trempé de sueur et de larmes. Philippe rit, un rire guttural qui résonne sur les poutres, justifiant sa philosophie tordue. Voyez comme même la déesse s'incline. Ainsi vous serez éternel. Mais le suspense psychologique se resserre comme une liane. Kofi, au bout du fil, perçoit le tremblement dans la voix d'Élise. Non pas de la pure terreur, mais un code, un écho de ses murmures dans le jardin quelques jours auparavant. Il hume l'air lourd, palpant le pouls de l'île. Les vents de montagne charriant l'odeur des feux de camp de marron. Un corbeau croissant sur le toit, présage de la venue d'Erzuli. L'escalade est un véritable tourbillon de tension. Une jeune esclave achantie aux yeux hagards hésite à toucher Élise, et un surveillant abat le fouet. Un claquement qui déchire la nuit, le sang éclaboussant la mousseline comme de la peinture sur une toile. Les murmures s'amplifient, un bourdonnement d'abeilles enragées, et Philippe lève la main. Silence, où le don devient malédiction. Élise, le regard croisé par-dessus la foule, cligne des yeux. Un message. Maintenant. Le griot sent le fil se tendre. Son humanité, le poids de 1000 âmes, réclame l'action. Au lieu de s'agenouiller, il rompt le protocole avec un chant, bas au début, une complainte yoruba évoquant les rivières d'Oyo et les ancêtres dansant sous les baobabs. Az, az, ainsi soit-il, que le pouvoir coule. Les autres esclaves se joignent à eux, leurs voix tremblantes formant un chœur, le hangar vibrant comme une peau de tambour tendue. Les surveillants avancent, mousquet levé, mais Philippe, ivre de son illusion de contrôle, rit plus fort. « Chantez, bête, la fatigue vous brisera. Si ce rituel vous a déjà enchaîné à minuit, imaginez les flammes qui surgiront. Abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions allumer ces torches ensemble. » Instant après instant de tension. Le bouleversement ravage tel un ouragan. Élise, dans un pic de dualité qui fend l'air, ne bronche pas devant le chaos. Au contraire, sa main, tremblante mais délibérée, renverse une torche toute proche, la flamme léchant la paille sèche, entassée au sol comme de la poudre à canon, attendant une étincelle. Le feu se propage rapidement, affamé, dévorant les cordes et illuminant les visages d'une nuance d'ambre infernale. Philippe hurle « Traître !» Mais il est trop tard, la panique éclate. Les esclaves luttent contre leurs chaînes qui cèdent sous la chaleur. Kofi hurle des ordres en créole mêlé de yoruba. « Aux portes, Ogun nous mène !» Les surveillants tirent, les balles ricochant sur les poutres comme le tonnerre. Mais les Browns émergent de l'ombre des bois adjacents, guidés par des signaux de fumée que Kofi avait préparés des jours auparavant. De fines silhouettes aux machettes étincelantes, menées par une silhouette encapuchonnée criant « Liberté !» dans un français confus. L'entrepôt devient un carnage poétique. Un contremaître tombe, une flèche dans la nuque, le sang jaillissant comme du rhum renversé. Un autre est terrassé par des poings durcis par des années de canne. Élise, au centre du tourbillon, déchire la mousseline en lambeaux, s'en servant pour asphyxier un agresseur, ses yeux fous croisant ceux de Kofi, mêlés de gratitude et de culpabilité. « J'ai tout brûlé », murmure-t-elle, tandis que les flammes lèchent ses jupes. Philippe s'enfuit vers le manoir, titubant sur le sentier des cannes à sucre, appelant les gardes déjà déserteurs, sa philosophie s'effondrant comme un château de cartes au vent. Mais le bouleversement ne s'arrête pas là. Dans le chaos, Kofi découvre le véritable poison de Philippe. Des barils de rhum dans un coin du hangar, distillés avec des herbes mortelles pour le toast final. Il les jette au feu, une explosion qui illumine le ciel telle une aurore boréale sanglante. Le rugissement résonnant jusqu'au Cap français, où des sentinelles blanches se réveillent terrorisées. Les esclaves libérés courent vers les bois,
Élise parmi eux, boitant mais vivante, une alliance forgée en enfer. Le public pousse un soupir de soulagement. Mais hanté, ce n'est pas une victoire nette. Des corps gisent sur le sol, des innocents tombent sous les tirs croisés, et le cycle de la violence s'inverse. Le rituel, censé se briser, enflamme non seulement le bois, mais la poudrière de l'île entière. Un signe avant-coureur de la révolution haïtienne qui bouillonne comme de la mélasse bouillante. Cette nuit de rebondissement a-t-elle déchiré votre voile comme une traînée de poudre? Si le chaos vous appelle, venez danser. Inscrivez-vous pour que nous puissions tisser d'autres nuits ensemble. Étincelle après étincelle de rupture. Plongeons-nous dans le tourbillon, instant après instant, comme si nous revivions les flammes dans notre mémoire. Imaginez l'odeur, une fumée âcre mêlée à une sueur salée, la puanteur de la peur humaine brûlant comme un encens impie. Kofi, à l'épicentre, ne combat pas avec une fureur aveugle. Il est le griot au combat, scandant en brisant une chaîne avec une pierre tranchante cachée dans sa manche. Yoruba, Ashanti, unis par la cendre, sa voix tranchant la panique comme une machette. Élise, rachetée par l'action mais hantée par une complicité passée, utilise ses ongles pour égorger les gardes, hurlant en créole. Par la mer qui m'a amené, par le fer qui me brûle. Un vieil esclave, un grand-père aux yeux laiteux, tombe transpercé, mais tend la main à Kofi. Raconte notre histoire, griot, et meurt en souriant, l'âme libérée dans son dernier souffle. Les marrons déferlent comme une marée. 30 silhouettes surgissent des bois, les visages peints en gris anthracite, menés par une femme nommée Zémé, qui lance un harpon sur Philippe alors qu'il tente de faire demi-tour. Il s'échappe de justesse, regagnant en boitant le manoir où les barricades de livres et de doctrines échouent à le sauver. Le feu consume l'entrepôt en quelques minutes, la structure s'effondrant dans un grondement qui réveille les oiseaux dans les palmiers, volant en panique comme des âmes libérées. Cette orchestration rythmique est une symphonie de hauts et de bas, l'apogée du chant de Kofi, la vallée du premier coup de feu, le paroxysme de l'explosion du tonneau, un retournement de situation qui recontextualise l'acte tout entier, transformant l'humiliation en hymne. Inspiré par des récits de rébellion comme celle du bois caïman de 1791, où vaudou et fureur s'unirent, ce rituel n'est pas une fin, c'est un embrasement. Les survivants, 150 âmes, plus Élise en spectre réticent, s'enfoncent dans les bois, sentiers secrets guidés par les étoiles que Kofi lit comme une carte ancestrale. Philippe, dans le manoir, écrase sa montre de poche, le tic-tac réduit au silence comme son illusion de contrôle. L'île répond, un tonnerre lointain, une pluie tombant comme les larmes d'Eloa, lavant le sang mais pas la graine plantée. Nous les spectateurs ressentons la déchirure. Ce qui commence comme un cauchemar devient un cauchemar libérateur, questionnant. Et si le rituel d'oppression contenait toujours sa propre étincelle de fin? Dans l'aube grise, les cendres du hangar fument comme des offrandes acceptées, et Kofi s'arrête, regarde Élise. Tu as brûlé le voile. Maintenant, marche dans la lumière. Elle hoche la tête, mais ses yeux portent le poids, une résistance tragique, pas une rédemption complète. Cette nuit déchire non seulement minuit, mais les âmes qui la regardent, laissant des cicatrices qui démangent et nous apprennent des leçons. La révolution naît de l'horreur, mais dévore ses enfants. À l'aube, l'habitation Bellevue n'est plus qu'une épave fumante. Le tombeau de Philippe, retrouvé pendu dans son propre vignoble, victime de sa philosophie en déclin. Kofi, blessé mais vivant, conduit les survivants vers les montagnes, où ils rejoignent les marrons, allumant l'étincelle de la révolution haïtienne qui libérera l'île dans un feu purificateur. Élise s'échappe avec eux, non pas en sainte racheté, mais en spectre ambigu, une complice des évasions mais hantée par une culpabilité que la chanson de Kofi ne peut effacer. Le cycle de l'oppression continue, la liberté conquise mais marquée par les pertes, résonnant comme les récoltes renaissant de la terre brûlée. Ce récit, puisé dans l'ombre des journaux coloniaux et des récits de Toussaint l'Ouverture, nous le rappelle. L'horreur ne meurt pas, elle sème. Et vous, que feriez-vous si le présent était votre propre âme en jeu? Si cette flamme de Saint-Domingue a éveillé en vous quelque chose, un souvenir, une rage sourde ou simplement la curiosité d'autres rituels comme celui-ci, partagez-la dans les commentaires.
Quel courant d'histoire vous anime encore? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer du prochain Murmure de l'ombre et activez la cloche. Ensemble, nous exhumons des vérités douloureuses, mais libératrices. Merci d'avoir cheminé avec moi ce soir. À bientôt.